Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 191e épisode de Finances fondamentales. Bien content d'être avec vous ce matin pour faire la synthèse du livre de William Green écrit en 2024 qui s'appelle « Plus riche, plus sage, plus heureux ». Avant de commencer la synthèse, je voulais vous dire que cet épisode est soutenu par Shopify. Donc, quand on parle de finances personnelles, on parle souvent d'épargne, d'investissement et de budget. Mais il y a aussi une autre dimension importante, la capacité de créer des revenus, de tester une idée d'affaires ou de développer un projet entrepreneurial. Shopify, ça sert justement à ça, mettre en place une boutique en ligne pour vendre un produit, organiser ses paiements, gérer ses ventes, puis avoir une présence professionnelle sans devoir tout construire soi-même. Je le rappelle, Shopify, ça ne transforme pas une mauvaise idée en succès. Ça prend une vraie bonne offre, un vrai bon produit, puis du travail. Mais si tu es rendu à l'étape de vendre en ligne, sérieusement, ça peut enlever une bonne partie de la complexité technique. Donc, si vous voulez l'essayer, le lien est dans la description de l'épisode. C'est un lien affilié, bien sûr, donc ça soutient le podcast sans frais additionnels pour vous. Donc, William Green, c'est un journaliste qui a eu la chance de s'entretenir dans sa carrière avec les plus grands investisseurs. Dans ce livre-là, il nous partage les principaux conseils qu'il a reçus et ce qu'il a retenu de ces personnes-là. Il commence son livre en disant que les plus grands investisseurs sont souvent en marge de la société intellectuellement parlant. Ils défient les idées reçues, puis ça n'a pas l'air de leur faire peur d'aller à contre-courant des autres. Ils peuvent nous apprendre non seulement à devenir riches, mais aussi à améliorer notre façon de penser et de prendre des décisions. Je nuance un petit peu ici, là. C'est des conseils précieux puis des pistes de réflexion intéressantes qui sont partagées dans ce livre-là, mais je trouve qu'on met souvent sur un piédestal les gens riches comme si leur opinion sur tout valait plus que celle des autres. Pourtant, est-ce que c'est parce que tu es milliardaire que tu te connais plus en éducation, en santé, etc. Parfois, ces gens-là s'expriment sur tout, puis on leur accorde beaucoup trop d'importance, selon moi, sur différents sujets qui sortent de leur domaine d'expertise. Par contre, l'auteur dit que ce sont souvent des gens curieux dans plusieurs domaines, donc oui, ils peuvent avoir plusieurs champs d'intérêt, assurément. Donc, premier élément de synthèse, c'est la règle d'or, protéger son capital. Les 3 prochains points que je vais vous présenter, j'ai essayé de condenser 6 pages de conseils là, en 3 points clés. Ce que je faisais, c'est que je prenais chaque grand investisseur rencontré dans le livre, puis j'écrivais ses conseils. Pour éviter les répétitions et être concis, je tente de vous organiser tout ça aujourd'hui là, en 3 gros points. Au total, j'ai retenu 11 investisseurs et 65 conseils. Ça m'a pris plus de temps à organiser mes idées pour en faire du sens aujourd'hui dans l'épisode que de lire le livre tout court, là. Donc, j'espère que vous en allez retenir un petit peu de tout ça. Donc, je répète, le premier des 3 points là, que j'ai retenu avec les 65 conseils, c'est protéger son capital. Donc, un des grands enseignements qui revient sans cesse dans le livre, c'est que l'investissement, c'est pas juste une question de rendement, c'est aussi une question de survie. Walter Morgan disait simplement, puis là je vous cite, ne t'emballe pas et ne prends pas de risques inutiles. Ça a l'air de base, mais c'est la base de tout, justement. Jean-Marie Éveillard, dans son conseil, allait plus loin. Pour lui, l'avenir est incertain, donc le rôle de l'investisseur, c'est de toujours minimiser les risques. Concrètement, ça veut dire de diversifier, de garder suffisamment de liquidité en banque pour jamais être forcé de vendre au pire moment, éviter l'endettement excessif et se méfier des bilans d'entreprises qui sont fragiles. Le mot-clé de la plupart des investisseurs, c'était sécurité. Ils aimaient rappeler qu'une perte de 50% exige presque 100% de gains pour revenir au même point de départ. C'est pas très glamour comme conseil, mais c'est terriblement vrai selon l'auteur. De son côté, Charlie Munger résumait cette philosophie-là un peu à sa manière. Donc, tout le monde essaie d'être brillant, alors que le vrai secret, c'est simplement éviter d'être idiot. Ça veut dire éviter l'effet de levier, éviter de payer trop cher, éviter les entreprises qu'on ne comprend pas vraiment et surtout éviter d'investir à côté d'escrocs ou de personnes encore plus qui sont plutôt idiots, là. Même Ed Thorpe, le génie des probabilités, insistait, et là je vous cite, l'espoir n'est pas une méthode. Si vous n'avez aucune raison rationnelle de croire que vous avez un avantage, ben c'est vous n'avez pas. Et si les probabilités sont contre vous, comme au casino, Munger dit, abstenez-vous de jouer. Un autre investisseur ajoutait, c'est Howard Marks, une autre dimension au risque. Il disait le danger, c'est pas seulement de se tromper, c'est surtout de payer trop cher. Pour lui, tout actif peut être intéressant au bon prix, mais catastrophique si vous payez trop cher. Il rappelait aussi que la clé, c'est de rester antifragile, donc de ne pas s'endetter, de ne pas jouer avec ses limites et de garder assez de marge de manœuvre pour pouvoir encaisser les coups dans les moments difficiles. En gros, les conseils retenus pour cette règle d'or-là de protéger son capital disent un peu toute la même chose, là. Le risque, c'est pas juste mathématique, c'est ce qui peut t'expulser du jeu complètement.
Et quand tu es expulsé du jeu, ben, il n'y a pas de retour nécessairement possible. Tu n'as plus ton argent. Le deuxième point que j'ai retenu de ces 65 conseils-là provenant de 11 grands investisseurs, c'est un deuxième point qui me sautait aux yeux quand même. Les meilleurs investisseurs suivent jamais la foule. Donc, c'est penser à contre-courant. Ils vont même souvent à l'opposé des autres. John Templeton recommandait carrément là, d'acheter quand tout le monde est désespéré de vendre. Ces 6 principes incluaient notamment de se méfier des émotions, de ne pas courir après ce qui est à la mode et même d'aller voir du côté des actifs qui ont eu les pires performances des 5 dernières années. Parce que c'est souvent là que se cachent les vraies aubaines, si les problèmes sont temporaires, bien sûr. Bill Ruan, anyway, insistait, lui, sur le danger de l'effet momentum, là. Quand le troupeau s'emballe, soit il panique, soit il plonge tête première dans des valorisations qui lui semblent absurdes. Howard Marks disait un petit peu la même chose avec son concept de scepticisme intelligent. Il disait être pessimiste quand tout le monde est euphorique et optimiste quand tout le monde est déprimé. Autrement dit, c'est en allant en contre-courant qu'on trouve les vraies occasions sur le marché boursier. Mais aller à contre-courant, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir de la patience puis de la conviction. Un des investisseurs s'appelant Éveillard, lui disait qu'il pouvait attendre 10 ans là, avant d'acheter quoi que ce soit parce que les opportunités d'investir dans des entreprises exceptionnelles à prix raisonnable étaient rares. Je connais pas grand monde qui sont capables, qui s'intéressent au marché boursier puis qui attendent 10 ans sans rien acheter, là. Monish Pabrai, lui, il hésitait pas nécessairement là, à passer plusieurs années aussi sans acheter une seule action. Il racontait même qu'entre 2011 et 2013, il avait acheté 2, 3, puis 0 action respectivement. Donc 2011, 2 actions, 2012, 3 actions, 2013, aucune action. Sa philosophie, un peu comme Buffett, pas besoin de frapper toutes les balles, juste attendre la bonne. Ça peut sembler passif, mais ça prend une discipline assez incroyable. Peter Lynch rappelait lui aussi l'humilité nécessaire là, pour tenir sur le long terme. À l'école, on accumule les bonnes notes, mais en bourse, c'est une succession de 4 sur 20, de 6 sur 20. L'important, c'est d'avoir raison un peu plus souvent qu'on a tort et de persévérer dans son approche. Sans patience et sans conviction, il dit que c'est impossible de traverser des périodes plus difficiles. Bref, ce point-là, c'est un petit peu penser différemment, avoir le courage d'attendre et la conviction de tenir bon dans sa stratégie. C'est ça qui fait vraiment la différence à long terme. Troisième élément que je retenais de ces conseils-là dans le livre, c'est la simplicité est beaucoup mieux que la complexité. Donc, le dernier fil conducteur que j'ai retenu du livre, c'est vraiment simplifier vos choses. Il y a beaucoup de ces investisseurs-là qui ont commencé avec des modèles compliqués, qui ont finalement terminé leur carrière avec des principes étonnamment là, assez simples. Joel Greenblatt, c'en est un bon exemple. Il utilisait des modèles financiers ultra complexes au début là, pour évaluer les entreprises. Aujourd'hui, il se demande simplement est-ce que cette entreprise s'améliore ou se détériore? Si elle s'améliore, pourquoi? Et est-ce durable? Donc, sa formule repose sur 3 principes de base. Les actions sont des parts d'entreprise, elles doivent être achetées avec une marge de sécurité, et à long terme, le marché finit toujours par refléter la valeur réelle de ces entreprises. C'est pas facile à appliquer, mais c'est simple à appliquer par contre. Et Greenblatt insiste, la meilleure stratégie, c'est pas la stratégie parfaite, c'est la stratégie simple que vous comprenez, à laquelle vous croyez et que vous êtes capable d'appliquer même dans les moments difficiles. Bill Miller, un autre investisseur que je ne connaissais pas, disait aussi que l'investissement, c'est jamais des certitudes, là, c'est juste des probabilités. D'où l'importance de rester simple dans sa stratégie. Investir dans des entreprises qu'on comprend à un prix raisonnable avec une marge de sécurité. Munger répétait pas mal la même chose aussi. Investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Ed Thorpe et Greenblatt rappelaient aussi une vérité là, qu'on oublie souvent. La majorité des gestionnaires de fonds font pire que le marché. Donc, si vous n'avez ni l'envie ni les compétences de battre le marché, la solution la plus simple et la plus efficace, comme on en parle de temps en temps sur le podcast, c'est d'avoir un FNB initial. Et ça, c'est déjà suffisant selon l'auteur pour battre au moins 80% des professionnels. Même Monish Pabrai, là, qui aime cloner Buffett dans sa stratégie, résume celle-ci avec des règles assez simples. Comme les autres, achète sous la valeur, reste dans ton cercle de compétences, cherche des entreprises avec un avantage compétitif, un moat, et surtout dis non à presque tout. Pour lui, ce n'est pas une question d'avoir un talent secret, mais de discipline. Appliquer toutes ces règles, toutes les fois, sans exception. Donc, en résumé, pour ce troisième constat que j'ai fait, c'est qu'on doit simplifier. Plus on simplifie, en fait, plus on a de chances de tenir dans le temps. Pas besoin d'une formule magique, juste des règles claires qu'on applique avec rigueur. Avec ces 3 points-là remplis de conseils, là, j'ai tenté de vous extraire les 10 commandements de l'investisseur qu'il fallait retenir. Donc, ceux qui revenaient souvent là, parmi les 65 que j'ai lus. Donc, il y en a certains qui vont répéter un petit peu les 3 que je viens de dire, mais qui étaient cachés peut-être à travers ces 3-là. Donc, voici les 10 commandements de l'investisseur. 1. Toujours garder une marge de sécurité. Donc, jamais acheter une action juste parce qu'elle est en mode. Il faut avoir un coussin entre le prix et la valeur réelle, sinon
on peut être perdant dans cette transaction-là. Deuxième commandement, investir seulement dans ce qu'on comprend. Donc, rester dans son cercle de compétences, comprendre le business model en arrière, les risques, les moteurs de croissance avant d'investir. 3, penser long terme et ignorer le bruit. Donc, le marché peut parfois être fou, les nouvelles rendent le tout volatile. Il ne faut pas laisser place à la panique ou à l'euphorie quand on prend nos décisions. 4, la discipline avant tout, pas les émotions. Donc, les gains rapides sont tentants, mais l'ego, la peur vont être tes pires ennemis comme investisseur. Là. Applique ta stratégie avec constance, même quand ça va moins bien. 5, être contrarien quand il faut. Donc, quand tout le monde vend, regarde s'il y a des opportunités d'achat, puis quand tout le monde achète, prends du recul, puis analyse tes titres, voir s'il y en a certains qui doivent être vendus ou si tu es plutôt en mode attente. 6, minimiser les frais puis rester simple. Donc, un fonds indiciel bien choisi, comme on a dit tantôt, peut battre 80% au moins des professionnels. Donc, pas besoin de se casser la tête avec des stratégies ultra complexes. 7, reconnaître ses limites puis éviter la stupidité. Donc, il faut éviter les actions que tu ne comprends pas ou les investissements qui sont risqués juste pour briller ou suivre les autres. Là. Parfois, comme disait Munger, ne pas être idiot rapporte plus que vouloir être intelligent. 8, se concentrer sur la qualité, pas la quantité. Donc, l'auteur disait mieux vaut avoir quelques convictions solides qu'un portefeuille dispersé plutôt. Mets ton capital là où tu as le plus confiance. Après une analyse sérieuse, bien sûr, des titres, si ta stratégie, c'est d'investir dans des titres individuels. Neuvième commandement, être patient. Donc, laisser le temps travailler pour toi. Toutes les grandes fortunes, là, l'auteur dit, ne se sont pas construites plutôt sur des années, euh, plutôt sur des décennies. Puis attends donc les bonnes occasions, puis tiens bon là, quand les marchés vont moins bien. Et enfin, 10, se rappeler que l'argent, c'est juste un outil, c'est pas une fin. Donc, accumuler des chiffres là, dans un compte, ça ne fait pas une vie réussie. L'argent sert à être utilisé pour créer des expériences, de la liberté, puis des relations saines avec les gens que tu apprécies. Enfin, le dernier élément de synthèse, là, j'avais pas mal résumé tous les conseils là, que je trouve intéressants. J'ai décidé de vous sortir les citations frappantes. Donc, c'est des investisseurs quand même, des grands investisseurs. Donc, je vous ai sorti les principales citations là, que je m'étais noté que je trouvais intéressantes. Donc, il ne faut pas oublier que ces grands investisseurs-là, c'est rarement des gens ordinaires, selon l'auteur. Là. La première chose, c'est qu'ils n'ont pas peur d'aller à contre-courant, alors que la majorité suit la foule. Eux se demandent plutôt, et je cite, comment prendre une bonne décision financière quand le monde est totalement incertain. Donc, c'est un peu des philosophies pragmatiques. Là. C'est pas le genre, ces gens-là, à se demander si la chaise existe, mais plutôt à réfléchir ce qui marche et à tester là, jusqu'à trouver des réponses. Je vais arriver aux citations. Là. J'avais oublié que j'avais une couple de petites notes à vous parler avant. Donc, ces gens-là ont aussi dans le livre, ce qui est soulevé, c'est une curiosité insatiable. Donc, ils explorent, ils décortiquent, ils veulent comprendre ce qui fonctionne. Donc, beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs des grands joueurs là, de jeux de société, de cartes, de bridge, paris sur des chevaux, des casinos. Il y en a même qui ont appris les probabilités du jeu de hasard pour devenir de bons investisseurs. Donc, il y a Mario Gabelli là, qui disait si tu apprends les probabilités des jeux de hasard, c'est plus utile que lire des livres pour devenir un bon investisseur. Je mets un petit bémol là-dessus, là, mais l'idée se défend peut-être. Côté social, par contre, il dit que c'est pas toujours des champions. Souvent, ils ont plus de difficultés à bâtir une vie familiale normale, entre guillemets, ou à entretenir de réelles relations profondes avec les autres. C'est un peu le prix d'une personnalité extrême. Là. On peut être un modèle dans certains domaines, mais pas forcément dans tous les domaines. Donc, leur vraie compétence, c'est pas l'approbation des autres, mais le fait d'avoir raison et de gagner. Un autre très marquant chez ces gens-là, c'est la répétition. Donc, on l'oublie trop souvent, là, mais relire un ou deux bons livres jusqu'à les intégrer profondément peut transformer bien plus une personne que de consommer plein de lectures, là, plutôt, de manière superficielle. Ce bout-là m'a fait réfléchir. Là, j'ai l'intention cet été de me choisir un des livres que j'ai synthétisé parmi les 200 presque, là, puis d'aller le relire, mais sans prendre aucune note, là, juste m'approprier correctement ce livre-là. Donc, j'ai pas encore choisi lequel, mais ça va être mon petit plaisir de l'été. Avec d'autres plaisirs autour. C'est pas la seule chose qui me rend heureux dans tout mon été, de lire un livre pour une deuxième fois. Là. Inquiétez-vous pas, j'ai d'autres joies. Et bon, après toutes ces entrevues-là, l'auteur avoue à la fin là, vivre un dilemme constant. Là. Soit suivre la logique implacable de l'indexation, c'est simple, c'est efficace, donc d'être dans les FNB indiciels, ou courir après le rêve de battre les marchés comme tous ces grands investisseurs-là. Je trouve que c'est une tension qu'on ressent tout un peu, là, mais souvent, je dois avouer que la simplicité devrait finir ou finit par avoir le dernier mot. Donc, je terminais justement avec certaines citations marquantes du livre. Je vous nomme qui le dit, puis je vous la lis. Je ne vais pas détailler, là, mais je vais vous donner un petit peu mes impressions des fois, pourquoi je la trouve intéressante. La première citation venait de Machiavel, donc c'est pas un grand investisseur, mais il a été cité dans le livre. Il disait
Un homme sage devrait toujours suivre les chemins battus par les plus grands hommes et imiter ceux qui ont atteint le sublime. Personnellement, ça fait penser que dans l'investissement comme dans la vie, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Si Buffett, Munger et Bogle nous disent depuis 50 ans de garder une marge de sécurité, c'est probablement mieux que de courir après la prochaine bonne crypto ou quoi que ce soit. Comme en cuisine, là, si ta grand-mère a une recette qui marche, ben, t'es mieux de la suivre avant de commencer à rajouter les ingrédients au hasard. Deuxième citation, c'est Charlie Munger. Il dit: il faut être suffisamment discipliné pour maîtriser le meilleur de ce que les autres ont déjà compris. Donc, on veut tous croire qu'on est peut-être plus brillant que le marché ou que les autres avant nous, mais la vérité, c'est que de reprendre les bonnes idées des autres et de bien les exécuter, ça vaut souvent mieux qu'avoir 100 bonnes idées. C'est mieux d'avoir une bonne idée qui a été prouvée et de bien l'appliquer que d'essayer d'avoir la prochaine bonne idée qui n'a jamais été expérimentée. John Templeton, réaliser des performances supérieures est impossible si vous ne faites pas quelque chose que la majorité ne fait pas. Donc, c'est un peu comme décider de ne pas acheter une piscine hors terre quand tous tes voisins s'endettent pour acheter la leur. Ça a l'air plate, mais dans 10 ans, eux vont encore payer leur piscine puis l'entretien, puis toi, ben, tu as peut-être des actions qui sont en train de travailler pour toi qui pourraient payer eux-mêmes tout seuls la piscine. Bref, il faut oser être différent, même si des fois, c'est pas toi qui as la plus belle histoire d'achat d'actions parce que tu es dans exécuter. Jack Bogle, plus notre monde devient complexe, plus nous devons rechercher la simplicité. J'adore cette citation-là, c'est exactement ça. Là. On a l'impression qu'investir, c'est comme s'il fallait démonter une Tesla puis connaître toutes les facettes du marché boursier. Mais en réalité, là, acheter un simple FNB indiciel et rester discipliné, c'est souvent beaucoup plus efficace que toutes les autres stratégies sophistiquées que vous pourriez venir me présenter. Et j'ai invité certaines personnes qui font de l'investissement actif, du day trading, qui m'écrivent des fois qu'ils ne sont pas d'accord, qu'eux battent le marché. Je leur dis: envoie-moi tes rendements des 5 dernières années, des rendements validés. Là. Puis ça va me faire plaisir de te rencontrer pour en parler. Fait que soit les gens m'envoient un an de données ou ils m'envoient pas leurs chiffres puis j'entends plus parler. Donc, il faut être prudent là, entre ce que les gens vous disent puis ce que les gens sont prêts à baisser leur short et venir sur le podcast pour expliquer leur stratégie avec des rendements validés. Là. Fait que soyez critiques. Il en reste deux. Celle-ci vient de Charlie Munger. L'avantage à long terme vient plus du fait de limiter les erreurs que d'essayer d'être très intelligent. Donc, pour moi, là, ça veut dire qu'éviter de faire des gaffes comme tout investir dans son REER, dans une seule action à la mode en ce moment, c'est bien plus payant que d'essayer de trouver le prochain Amazon. Donc, évitez de faire des gaffes plutôt qu'essayer de faire d'avoir l'air plus intelligent que les autres. Et enfin, Charlie Munger, pour terminer, si tout ce que vous réussissez à faire dans la vie est de vous enrichir en achetant des petits bouts de papier, c'est une vie ratée. Donc, cette citation-là me parlait particulièrement à la fin du livre. Là. On veut tous avoir de bons rendements, là. Mais si ton objectif, c'est juste accumuler des chiffres dans ton compte pour le voir monter, pour moi, là, ça devient assez vite de sens. Là. Tu sais, l'argent, c'est un outil pour créer une vie plus riche en expérience, en liberté, entraîner tes relations. À quoi bon avoir un portefeuille blindé là, si tu n'as pas le temps de jouer au soccer avec tes enfants un samedi matin? Donc, en conclusion, comme Charlie Munger le dit, c'est important de répéter. On l'oublie trop souvent, mais relire un ou deux bons livres jusqu'à les intégrer profondément, là, ça peut être pas mal plus intéressant qu'en consommer beaucoup en surface. Donc là, ici, je suis coupable, bien sûr. Donc, on a passé dans ce livre-là en revue les grands principes de plusieurs investisseurs légendaires ou grands investisseurs, du moins. Là. Puis chacun, avec sa façon de le dire, convergeait tous vers la même idée là, qui était investir, c'est pas un sprint, c'est un marathon de discipline, de patience puis de bon sens. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent que tout le monde, ni de courir après toutes les modes financières. La vraie force, ça vient de limiter les erreurs, de garder ça simple, d'investir dans ce que tu comprends, puis de garder le cap même quand le marché boursier là, fait des siennes. Et surtout, n'oubliez pas que l'argent, c'est juste un outil. Ça sert à créer la vie que tu souhaites avoir, pas à résumer la valeur de ta vie. Donc, je recommande ce livre-là qui est un rappel complet puis super bien écrit là, des conseils en investissement. Et il écrit ça comme des formes de rencontres. Là, tu sais, il allait faire l'entrevue puis te raconte un peu sa discussion avec la personne. Donc, ça se lit bien. J'ai apprécié cette lecture-là. Il y a beaucoup d'histoires pour chacun des investisseurs qui sont super intéressantes. Je n'ai pas partagé ces histoires-là aujourd'hui. Ce n'est pas le but du podcast de connaître les investisseurs, mais plutôt ce qu'ils pensent. Là. Donc, c'est vraiment des vraies bébites. Là. Tu sais, quand vous allez apprendre à les connaître, là, c'est comme OK, c'est intéressant. Il a fait du 19 annualisé pendant 20 ans, mais je ne prendrais pas sa vie ou sa personnalité. Là, tu sais. Fait que c'est quand même intéressant de voir cet autre côté-là. Là. Donc, le key point, qu'est-ce que je retiens? C'est un conseil pratique du livre. Donc, regardez votre portefeuille et demandez-vous, est-ce que je comprends tout ce que j'ai acheté? Est-ce que j'ai une marge de sécurité? Et surtout, est-ce que ça me rapproche de mes vrais objectifs de vie?
La semaine prochaine, je réponds un genre de Q&A. Je réponds à des questions pour une 15e fois sur le podcast dans des épisodes accessibles à tout le monde. Je réponds à JB qui me dit: j'ai 5000 pièces de bonus. Est-ce que je devrais rembourser ma marge, cotiser au REER ou démarrer un REER pour mes enfants? Olivier qui me dit: portefeuille géré dynamique 100% action de Wealthsimple. Est-ce que c'est mieux que XQT ou VEQT? Jessica qui me pose 3 questions assez techniques qu'on va voir ensemble. Et Amy qui compare cash.to puis CSAV, là, CSAV.to. Elle me demande comment gérer le décaissement et avoir du US dans mon REER. Ce jeudi, je présente des actions qui se sont rendues à l'étape 2 de mon outil d'analyse. Donc, c'est des compagnies intéressantes, mais qui n'ont pas réussi à passer la frontière. Donc, on parle de Microsoft, Lululemon, Paycom Software, XPEL, PTC, TPL et NVMI. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.